Bon, aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui pourrait bien bousculer un peu notre vision des choses. On va parler de gestion de projet adaptative. Et attention, ce n'est pas juste une autre méthode à la mode, non, non. C'est vraiment une nouvelle façon de penser. Une manière de s'attaquer aux problèmes les plus complexes, ceux qui nous donnent du fil à retordre. Alors voilà, je préviens, ça risque de changer pas mal de perspectives. Allez, pour commencer, on va s'attaquer de front à une idée reçue. Vous savez, une de ces certitudes qu'on a tous, ancrées bien profond, sur la bonne façon de résoudre un problème. Et pour ça, on va commencer tout simple, vraiment, avec une question qui a l'air presque enfantine. Combien font 2 plus 3? Bon, on est d'accord, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est 5, évidemment. Et pourtant, la vraie réponse, la réponse la plus juste, c'est eh bien, ça dépend. C'est là que tout bascule, parce que le contexte d'un problème peut absolument tout changer. Prenons un exemple. Si on mélange 2 gouttes d'un liquide avec 3 gouttes d'un autre, est-ce qu'on obtient 5 gouttes? Pas forcément. Le contexte, c'est vraiment lui le roi. Et ça nous amène à une question fondamentale. Est-ce qu'on traite nos problèmes pour ce qu'ils sont vraiment? Parce qu'on a cette fâcheuse tendance à confondre les problèmes. On traite des problèmes qui sont en fait complexes, imprévisibles, de vrais hippopotames sauvages si on veut filer la métaphore, comme s'ils étaient de gentils éléphants bien dociles et prévisibles. Alors, ces fameux hippopotames, ils vivent dans un environnement bien particulier qu'on appelle les systèmes adaptatifs complexes, ou SAC. Pour faire simple, imaginez une équipe, une entreprise, un marché. Ce sont des systèmes où les liens de cause à effet sont flous. On ne peut pas dire si je fais A, il se passera B. Non, les choses émergent, elles apparaissent de manière inattendue, simplement par les interactions entre tous les éléments du système. Heureusement, pour s'y retrouver, il y a un outil génial, le cadre cinéfin. En gros, ça nous aide à trier nos problèmes, à comprendre leur nature. Sur la droite, on a ce qu'on peut appeler les problèmes domptables, les domaines clairs et compliqués. C'est le monde de l'éléphant, là où les experts et les bonnes pratiques fonctionnent. Mais sur la gauche, là c'est le territoire sauvage, les domaines complexes et chaotiques. Et c'est là que vit notre hippopotame. C'est là que la gestion de projets adaptatifs devient indispensable. Ok, alors la question à 1 million. Comment fait-on pour gérer ces hippopotames? La réponse, elle ne se trouve pas dans un nouvel outil magique ou dans une méthode miracle. Non, c'est bien plus profond. Ça demande un véritable changement d'état d'esprit. Prenez l'image de l'oignon agile. C'est très parlant, ça nous montre quelque chose d'essentiel. Tout ce qu'on voit en surface, les outils, les processus comme Scrum ou Kanban, ce n'est que la peau de l'oignon. C'est la partie la moins précieuse en fait. La vraie puissance, le cœur du réacteur, il est caché. Il est dans les couches invisibles en dessous, les principes, les valeurs et tout au centre, ce fameux état d'esprit. Et cet état d'esprit, il est parfaitement résumé par les valeurs du manifeste agile. On y affirme que les individus et leurs interactions sont plus importants que les processus, qu'un logiciel qui marche vaut mieux qu'une doc de 300 pages, que la collaboration avec le client est préférable à une négociation sans fin, et surtout que l'adaptation au changement prime sur le suivi rigide d'un plan. Et cette évolution, on la voit aussi dans l'histoire même du management. On est parti du management 1.0, très axé sur le contrôle et l'efficacité pour un monde simple, puis est venu le management 2.0 qui a commencé à mettre les gens au centre. Et aujourd'hui, pour faire face à notre monde complexe, on parle de management 3.0. Et là, les maîtres mots sont agilité, autonomie, responsabilisation. Bon, c'est bien beau tout ça en théorie, mais concrètement, au quotidien, ça change quoi? Comment est-ce que ce nouvel état d'esprit transforme le travail d'équipe et le rôle du leader? La différence est énorme. C'est le jour et la nuit. D'un côté, le coach sportif traditionnel. Il gère du compliqué, il est l'expert, l'autorité, celui qui dit quoi faire. De l'autre, le coach agile. Lui, il navigue dans le complexe. Ce n'est pas un chef, c'est un servant leader. Son but, ce n'est pas de donner les réponses, mais de poser les bonnes questions, de tendre un miroir à l'équipe, et surtout de transformer chaque échec en une opportunité d'apprendre. Mais attention, même avec le meilleur coach du monde, une équipe peut se planter. Le modèle des 5 dysfonctionnements est très clair là-dessus. C'est comme une pyramide. Si la base n'est pas solide, tout s'écroule. Et cette base, le fondement de tout, c'est la confiance. Sans confiance, impossible d'avoir des débats francs. Sans débat, pas de réel engagement. C'est une réaction en chaîne. D'accord, mais alors comment on l'a construit, cette fameuse confiance? Google s'est posé la question avec son projet Aristote. Ils ont analysé des centaines d'équipes. Et le résultat est sans appel. Le facteur numéro 1, c'est la sécurité psychologique. C'est-à-dire le sentiment que l'on peut prendre des risques, se tromper, sans avoir peur d'être puni. C'est le sol fertile dans lequel la confiance peut enfin prendre racine.
Donc, une équipe qui se fait confiance, c'est le moteur. Mais cette approche adaptative va aussi transformer notre vision du travail lui-même. On va arrêter de se focaliser sur des tâches individuelles pour regarder quelque chose de beaucoup plus grand, le flux de valeur à travers tout le système. Cette image, je crois qu'elle parle d'elle-même, n'est-ce pas? Voilà exactement ce qui se passe quand on surcharge le système, quand on pousse toujours plus de travail dans l'équipe. C'est comme ce serpent qui essaie d'avaler un truc beaucoup trop gros pour lui. Le résultat est inévitable, c'est le blocage complet, l'indigestion, l'équipe est paralysée. Et le problème, ce n'est pas une question de priorité, c'est une question de capacité. La solution, c'est de changer complètement d'image mentale. Il faut arrêter de voir l'équipe comme une machine à qui on peut donner une liste de tâches infinie. Il faut plutôt la voir comme un pipeline qui transporte de la valeur. Et comme n'importe quel tuyau, il a une capacité limitée. On ne peut pas y faire passer plus d'eau que ce pourquoi il est conçu, sinon ça déborde. Et attention, ce n'est pas qu'une jolie métaphore, c'est de la science. La théorie des files d'attente nous le montre très clairement. Plus on s'approche des 100% d'utilisation d'un système, plus le temps d'attente pour chaque nouvelle demande explose. Il tend vers l'infini. En d'autres termes, vouloir que tout le monde soit occupé à 100% tout le temps, c'est mathématiquement la pire chose à faire pour être efficace. Donc, le point crucial, le message à retenir, il est là. L'objectif, ce n'est pas que les gens soient occupés. L'objectif, c'est que la valeur avance, qu'elle circule de manière fluide. Il faut gérer le flux de valeur et non l'occupation des personnes. On arrive à la fin, et il y a une dernière idée, peut-être la plus importante. C'est de comprendre que l'agilité, ce n'est pas un logiciel qu'on peut installer un lundi matin. Non, c'est beaucoup plus organique. C'est comme un jardin qu'il faut patiemment cultiver. Il y a une citation qui dit « L'agilité est émergente ». Les pratiques et outils agiles ont émergé d'un environnement fertile. Ça dit tout. On ne peut pas forcer une plante à pousser plus vite en tirant sur ses feuilles. Tout ce qu'on peut faire, c'est créer les bonnes conditions, un sol riche, de la lumière, de l'eau, et la plante poussera d'elle-même. Et c'est là qu'on voit que tout est lié. L'agilité, c'est un système où tout est interdépendant. Il faut le bon leadership qui nourrit au lieu de commander. Il faut une culture saine qui sert de terreau. Il faut cette fameuse sécurité psychologique pour que les racines puissent se développer. Et il faut un état d'esprit collectif qui donne de la force à l'ensemble. Alors voilà, pour conclure, je vais laisser une question en suspens. Et si on arrêtait de se demander comment est-ce qu'on installe l'agile chez nous? Et si à la place, on se posait la vraie question, comment peut-on cultiver un environnement où l'agilité aura tout simplement envie de naître, de grandir et de s'épanouir d'elle-même?